Après la dernière opération, j'ai été vu par l'ophtalmo. Il a regardé mon œil, il m'a dit j'ai fait tout ce que je pouvais, il y a plus rien à faire. Dans mes rêves, je vois des quartiers ou des coins où j'ai été. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que si je suis avec quelqu'un, par exemple mes enfants, que eux, je n'ai jamais vu, eh bien dans mon rêve, je vois l'endroit, mais mes enfants non. Même avec moi, je sais pas, je sais plus à quoi je ressemble. Bonjour Kevin. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, merci beaucoup d'être là, on est ravis de te recevoir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir chez Pluriel nous raconter une partie de ton histoire? Je trouvais ça hyper intéressant, effectivement, de venir dans un média pour expliquer ce que c'est le handicap, ça comprend quoi exactement, et surtout faire passer le message que, d'accord, le handicap est là, mais on peut très bien être ici dans ce canapé ou être sur les réseaux. En gros, faire passer le message de l'handicap n'est pas grave. Voilà, il y a des handicaps entre guillemets qui peuvent être plus lourds selon les gens qui ne sont pas dans le handicap. Et justement, moi, je casse les portes, je casse les codes. C'est-à-dire que moi, je vais là où on ne m'attend pas. Tu me fermes la porte, je passe par la fenêtre. Tu me fermes la fenêtre, je passe par le sous-sol. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. Et pour qu'on raconte au mieux ton histoire, j'aimerais qu'on commence par aborder un petit peu ton enfance. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu quels souvenirs tu gardes de tes premières années de ta vie? Quel genre d'enfant tu étais? J'étais un enfant très clown à la maison. À la maison, j'étais très clown, j'étais très extraverti. Notamment, j'aimais beaucoup refaire les personnages des rois lions, du roi lion. Je le faisais, enfin, ça saoulait ma mère à un moment donné, mais j'aimais beaucoup tout ce qui était me mettre en avant, le théâtre, etc. Mais ça, c'était à la maison. Dehors, j'étais très introverti. À l'école, j'étais très introverti. Sans doute du fait de mon accident que j'ai eu à 4 ans, que j'ai perdu l'œil droit. Donc cet œil-là, à l'âge de 4 ans, parce qu'un enfant m'a mis la tête dans le mur. Donc ça m'a valu 11h30 d'opération, pour rien. Et j'ai vécu avec un seul œil jusqu'à mes 15 ans. Et c'est une partie de ma vie qui était pas forcément cool à vivre. Parce que quand on a 5, 6, 7, 8 ans, les enfants sont méchants, les enfants sont durs entre eux. Ça l'est encore aujourd'hui, voilà. Mais moi j'ai connu le harcèlement scolaire, j'ai connu la raquette, etc. J'en ai pas parlé, ou peut-être peu parlé, enfin en tout cas pas suffisamment. Et je me suis dit, pour moi c'est normal ce que je vis, et je dois m'adapter, je dois faire comme tout le monde, être dans le moule, tout le temps, être dans une case, etc. J'avais cette rage de vaincre, je pense au fond de moi, que je n'arrivais pas à sortir. Je n'arrivais pas à sortir à ce moment-là en tout cas. À l'âge de 4 ans, à l'école, tu as eu un accident. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, si tu as des souvenirs? J'ai aucun souvenir. J'ai simplement les souvenirs de ce que mes parents et de ce que ma mère m'a dit. J'ai pas le souvenir du choc à la tête. J'ai pas le souvenir de l'opération. J'ai pas le souvenir de l'hôpital. Donc je ne sais même pas ce que c'est de voir les deux yeux. Pour moi, c'est abstrait. J'ai toujours eu le souvenir de voir avec un seul œil. C'est un gamin, en fait, je crois qu'il avait 6-7 ans, il me semble. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Qui, m'a mis la tête dans le mur à ce moment-là. Mais pour quelle raison, j'en sais rien. Je sais pas ce qui lui a traversé l'esprit. Il a peut-être lui aussi des problèmes de vue, il a dû confondre ma tête avec un ballon de foot, je sais pas. Mais c'était très violent, je pense. Ouais, ça devait être violent. Tu le disais tout à l'heure, s'en est suivi presque 12 heures d'opération. 11h30 au moins. Oui. Ouais. Est-ce que tes parents t'ont raconté comment s'est passée cette opération? C'était très long pour ma mère, surtout ma mère qui m'en a parlé. Pour elle, c'était vraiment très dur, parce que 11h30, on se rend pas compte, mais c'est une journée, quoi. Alors 1h, 2h, 3h, 4h, on se dit ok, l'opération, on sait comment ça se passe. Mais au bout d'un moment, 6h, 7h, 8h, ma mère, elle a appelé l'infirmière, elle me dit qu'est-ce qui se passe, quoi? Elle me dit l'opération prend un peu plus de temps que prévu. On essaye de rattraper l'œil comme on peut, et au final, non, on l'a pas rattrapé. Donc l'œil n'a pas grandi, l'œil il a embauché. Et ça se rattrapera pas, en fait. J'ai pas changé d'habitude. En fait, je pense que là, aujourd'hui, avec du recul, je pense que je devais être dans le déni. De me dire, je vais faire comme quelqu'un qui voit correctement. Et j'ai fait des trucs que je devais pas faire. Plonger, peut-être la première à la piscine, jouer au football, faire du vélo à l'extrême, etc. J'en ai fait des dingueries. Au grand drame de ma mère.
Je roulais à vélo, je descendais les escaliers avec mon vélo, je faisais du skateboard, je sautais, je plongeais dans la piscine, je jouais au football, je faisais des têtes, etc. Et pour me sentir normal, en fait, même si je l'étais, même sentir pas différent à ce moment-là. Comme c'est quelque chose qui t'est arrivé quand même à un très jeune âge, je suppose que de grandir avec un seul œil, c'est peut-être devenu la normalité pour toi? Bah, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu ça. Pour moi, ça a toujours été normal de voir d'un œil. Quand même encore maintenant, hein, parfois je pose la question, ça fait quoi de voir les deux yeux? Vous voyez les choses doubles? Et les gens, ils me disent non, c'est pas double, c'est juste complémentaire. Mais même ça, c'est compliqué pour moi de comprendre. Tu m'as expliqué qu'à cause de ton handicap, tu as subi du harcèlement scolaire. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu si tu as des souvenirs de ce que tu vivais à l'école? On me demandait de l'argent, on me demandait ma collation, on me coursait en sortant de l'école. Alors par chance, je courais vite, mais c'était des moments très durs. Et je le disais pas. Je gardais tout ça en moi, en fait. Et puis en plus, je me faisais taper aussi. Enfin, j'étais vraiment un peu le Puchimbo, un peu. Et puis comme j'étais plus petit, j'étais, comment on appelle ça, j'étais naïf, très fragile, très sensible à ce moment-là. Je pense que beaucoup de gens en ont profité. Et Autant filles que garçons. Comment tu te sentais, toi, pendant cette période? Limite, pour moi, je trouvais ça limite que c'était normal. Parce que je me suis dit, j'ai eu ça, je subis ça, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Et puis je me suis dit, est-ce qu'il y a un autrement, justement? Et à l'âge de 15 ans, tu as subi un autre accident qui t'a fait perdre ton deuxième œil. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? À l'âge de 15 ans, je jouais au foot avec des potes au collège, etc. Et je courais, et en me remettant droit, je me suis pris un arbre. Sauf que ma rétine était déjà décollée d'avant. Ça faisait 2-3 semaines que ma rétine était déjà à moitié décollée. Ça veut dire déjà je voyais que d'un seul œil, mais non seulement ma vue était coupée en deux. Et à ce moment-là, je n'ai rien dit. Ni à ma mère, ni à personne. J'ai rien dit, en fait. Pourquoi? Parce que je me suis peut-être dit, c'est le moment que je perde la vue. Parce que c'était compliqué. Et je me suis dit, peut-être que là, le calvaire va peut-être se terminer. Ensuite, tu es allé à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé là-bas? Est-ce que les médecins t'expliquent ce qui va t'arriver? Je me rappelle, l'ophtalmo, elle regarde mon œil, elle retire sa tête de la machine, elle me dit, c'est pas possible, on peut pas vous laisser sortir, votre rétine est complètement déchirée. Alors oui, le choc à l'arbre a pas dû aider, ça c'est clair. Mais à ce moment-là, j'ai pas eu peur. Et j'ai pas eu peur. J'ai les larmes qui ont coulé, ouais, ça c'est vrai, mais parce qu'à ce moment-là, ma mère était pas là. Donc j'étais seul, j'avais 15 ans, j'étais seul dans un hôpital, j'avais pu hospitaliser, je sais pas combien de temps. Je savais pas si réellement ça allait fonctionner l'opération ou pas. Bon, manifestement non. Pourtant j'en ai eu 4 en 8 mois, hein, et chaque opération a duré 4h30. Donc ça c'est pas rien, ça fait mal, c'est douloureux. Il y a l'œil complètement en vrac, l'œil injecté de sang, des tonnes de médicaments à prendre, les anesthésies, les séquelles, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, vas-y, c'est bon, quoi. J'ai plus envie d'être un cobaye, quoi. Comment tu expliques que à tout juste 15 ans, tu t'es pas eu peur de ce qui t'arrivait? Parce que pour moi, je me suis toujours dit, ce qui m'arrive, c'est écrit, c'est le destin. Moi, je suis très croyant, et pour moi, rien n'est hasard. Rien ne se résume à un hasard. Je me suis dit, souffrir pour souffrir, si c'est la dernière fois, allons-y, quoi. Après, il y aura mieux. Je pouvais pas concevoir qu'après, je pourrais avoir pire que ce que j'ai là. Et je me suis pas trompé, j'ai eu que du meilleur après. Mais d'où elle te venait cette résilience incroyable à tout juste 15 ans? C'est mon vécu, c'est mon passé, c'est mes blessures, c'est le fait d'avoir été tout le temps être mis dans un moule. Ouais, tu dois être comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Enfin, à un moment donné, j'ai dit merde, quoi. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas nous, je ne suis pas eux, je suis juste moi. C'est tout simplement. Est-ce que tu peux nous raconter le moment, si tu t'en souviens, où le médecin t'annonce qu'il n'y a plus rien à faire et que tu vas perdre complètement la vue? C'était en janvier 2005. Après la dernière opération,
Le lendemain de l'opération, parce qu'à ce moment-là, on reste plus une semaine à l'hôpital, hein, ça c'est terminé ça. On reste 2-3 jours, et le dernier jour le jour même de la sortie de l'hôpital, j'ai été vu par l'ophtalmo. Il a regardé mon œil, il m'a dit j'ai fait tout ce que je pouvais, il y a plus rien à faire. Ok, non tact, pourquoi pas. Allons-y quoi. Et à ce moment-là, tu voyais déjà plus rien ou est-ce que ça a été progressif? J'arrivais à percevoir encore le jour de la nuit. Mais techniquement, enfin, non-voyant, quoi. Enfin, il y avait plus rien à faire, il y avait plus rien, je voyais plus les gens, je voyais plus. Je m'étais déjà préparé psychologiquement à être dans cet état-là. Et est-ce que t'avais seulement 15 ans, t'étais un adolescent, est-ce que t'as ressenti un sentiment de colère ou même d'injustice quand le médecin t'annonce qu'il y aura plus rien à faire? Non. Non, de soulagement. Je me suis dit, le regard des gens, je le verrai plus. Je verrai plus le jugement de valeur. Je le ressentirai, le regard. Ça, oui. Mais c'est pas la même chose. Quand tu ressens quelque chose, après, ça part. Alors que, quand t'as un regard sur toi et que tu le vois, ça reste marqué dans ta tête. Et ça, je le vois pas. Enfin, je le vois plus. J'ai quand même gardé une bonne représentation mentale de ce qui m'entoure. Moi, les couleurs, je les connais. Tu me dis, la tasse, elle a un motif rose, un motif bleu, je sais ce que c'est. Donc, c'est toutes des choses que j'ai gardées dans ma tête. Et puis, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours que j'essaie de garder cette posture de quelqu'un qui voit, d'essayer de fixer les gens quand ils me parlent, etc. Déjà, par respect, déjà. Je pars de ce principe-là. Il me semble que les personnes non-voyantes de naissance, elles ont, en général, elles n'ont pas d'image visuelle en tête quand elles imaginent des choses. Est-ce que toi, tu continues à en avoir, que ce soit des visages ou des paysages? Est-ce que tu vois encore des images dans ta tête? Oui. Même dans mes rêves, je vois. Alors, pas tout le temps, mais dans mes rêves, je vois des quartiers ou des coins où j'ai été. Dans mon rêve, je le vois. J'arrive à le matérialiser. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que si je suis avec quelqu'un, par exemple mes enfants, que eux, je n'ai jamais vu, eh bien dans mon rêve, je vois l'endroit, mais mes enfants non. Le cerveau est bien foutu quand même. Ouais. Et est-ce que tu as toujours en tête l'image des gens que tu as rencontrés avant tes 15 ans? Et est-ce que c'est figé? C'est des visages qui vieillissent plus, du coup? Ça se dilue avec le temps. Il y a des choses que je retiens de moins en moins, mais c'est pareil, c'est pas grave. Je m'en focalise pas en fait. Ouais. Je m'arrête pas à ça. Et pour les personnes que tu as rencontrées après tes 15 ans, comment est-ce que tu te construis une image d'eux? Je pense notamment à ta femme et à tes enfants. À la voix. Moi, je marche à la voix. Si la voix me plaît, je match. Mais pour n'importe quoi, hein, même un livre audio ou un film. Si la voix, s'il y a pas l'osmose avec cette voix, non, je matche pas. Et est-ce que eux, ils te décrivent leur visage? Non, mais je l'ai touché avec mes mains. Je pense que c'est la meilleure représentation, en fait. Ça t'aide bien à les imaginer? Je cherche pas à imaginer. Je cherche pas et je cherche plus à imaginer quelque chose parce que l'imagination, elle peut être non objective. Toi, tu peux très bien fermer tes yeux, tu touches, je sais pas moi, tu touches une tasse bleue. Puis finalement, tu te dis, la tasse, elle est bien, y a pas de motif dessus, elle est lisse, etc. Puis au final, tu ouvres tes yeux, et c'est pas vraiment ça que tu t'es imaginé, en fait. Donc t'es déçu. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Même avec moi, je sais plus à quoi je ressemble. Et qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens dans ces moments où tu touches le visage de tes enfants, où tu penses à tous les visages en fait que tu peux pas voir évoluer, même le tien en vrai. Qu'est-ce que ça te fait de penser à ça? Rien. Je suis pas dans la surémotion, dans le c'est grave, je vois pas mes enfants. Non, enfin,
Ils font suffisamment de bruit pour que je les entende, par contre. Donc, voilà, mais mes enfants, c'est une partie de moi. Et je suis une partie d'eux. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et surtout, ils sont pas mes yeux. Ça, c'est très important, ça. Je ne supporte pas quand les gens me disent « Ah, c'est bien, tes enfants, c'est tes yeux. » Non. Ils ont leurs yeux, j'ai les miens. Point. Ça s'arrête là. Moi, j'avais vu une vidéo sur ta page Instagram où tu disais que justement, ouais, quand t'amènes ton enfant à l'école, c'est pas le vie qui te guide. C'est ça. En plus, il a 4 ans. Donc, il va certainement pas me guider. Et puis, je veux pas. J'ai une anecdote. J'étais sur Paris avec 3 de mes enfants. Et les gens, ils parlent entre eux, on passe à côté. Puis bon, moi, j'ai quand même l'audition assez aiguisée. Et ces 2 dames d'un certain âge, je pense que c'est de la bienveillance, mais très maladroit. Elles se disent entre elles, oh, c'est bien, ils sortent leur papa. Je me suis retenu, j'ai rien dit, elle m'a dit, vas-y, trace ta route, tant pis. Et j'ai ma fille qui me dit après dans mon oreille, t'as pas besoin de nous. Tu sais très bien sortir tout seul. Bah voilà, c'est ça ma victoire. Et on dit souvent que le fait de perdre la vue, ça permet de développer ses autres sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Est-ce que c'est pareil pour toi? Oui, l'odorat, quand je vais dans une rue où il y a plusieurs commerces, par exemple une parfumerie, un kebab, un café, etc. Enfin, je me prends tout l'aspect olfactif du truc, je me le prends en pleine tronche et va après différencier le truc. Enfin, tu cherches un grec, t'arrives dans une parfumerie, ah ben non, c'est pas forcément là que ça se mange. Et voilà, donc mais après c'est une habitude. Voilà, c'est une habitude. Moi, je suis quelqu'un qui aimait les choses qui sont bonnes. Voilà, les parfums, la nourriture, etc. Et j'aime bien faire du shopping, j'aime bien tout. Donc le bruit ne me dérange pas, même si j'entends tout sous le même plan. Dans le métro, là, j'étais obligé de mettre mes AirPods et écouter un peu de musique, parce que sinon j'entends tous les gens qui parlent. C'est galère. Puis j'entends des trucs parfois que j'ai pas forcément envie d'entendre. Donc je préfère mettre mes écouteurs et puis voilà. Et est-ce que tu ressens parfois une frustration, pardon, de ne plus voir certaines choses que tu aimais regarder avant? Non, la frustration que j'ai, c'est ce que les gens veulent que je sois pour eux. Voilà, je suis non-voyant, je dois faire des choses de non-voyant. Mais il n'y a pas de faire des choses de non-voyant. Je suis pas encore suffisamment stupide de prendre un volant dans une voiture et de conduire. Voilà, là-dessus, faut être à un moment donné sensé. Et des choses que je sais que je peux pas faire. J'ai pas même si bon, c'est pas l'envie qui manque, je ne le ferai pas parce que voilà, je suis pas bête non plus. Mais je fais des choses parce que j'ai envie de les faire, pas parce qu'on me donne l'autorisation. Comme quoi, par exemple? Être sur les réseaux, être sur Snapchat, être sur Instagram, on ne m'attend pas arriver là, je débarque. Et je me dis, bah, si les autres peuvent le faire, pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'aurais pas le droit? Pourquoi moi j'aurais pas le droit d'avoir cette petite partie de lumière, entre guillemets, et d'être sur les réseaux et de raconter des choses, de transmettre un message, de transmettre que le champ des possibles est possible, et de donner de la force aux gens et de donner une écoute et peut-être une aide que moi j'ai pas eu à l'époque. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de l'impact de ta cécité dans ton quotidien. Est-ce que à 15 ans, quand tu es donc ressorti de l'hôpital, qu'est-ce que tu as dû réapprendre à faire sans la vue? Quels gestes du quotidien ont été difficiles à remettre en place, ou au contraire, est-ce qu'il y en a qui sont restés hyper naturels? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Dans ma vie, ça a toujours été une fluidité, une partition musicale. Voilà, en gros, aujourd'hui c'est comme ça. Moi, je retiens la phrase de ma mère. Elle m'a dit ok, t'as perdu la vue, ok, c'est dommage, mais la vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas, tu vas continuer à te battre, tu vas continuer à avancer, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais toujours. Pour les vêtements, là, forcément, j'ai besoin de quelqu'un qui voit, pas pour les acheter. Mais par exemple, si j'ai
t-shirt, je sais pas moi, un t-shirt jaune et un jean noir, je vais pas les mettre ensemble, ça fera maille à l'abeille. Donc ça, j'aime pas, j'ai pas non plus envie. Mais c'est vrai que de base, je m'habille de manière assez sobre. Là, je sais que j'ai un t-shirt noir avec l'écriture blanche et un jean bleu. Je le sais parce que quand je l'ai acheté moi-même, on m'a dit les couleurs et je l'ai retenu. Point. Et à la texture, je sais que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses du quotidien comme ça qu'ont changé, que tu dois faire d'une certaine façon maintenant que tu es non-voyant? D'autres anecdotes dans le même style? Oui, pour le café, par exemple, je suis un grand amateur de café. J'ai une Senseo chez moi et je bois à la fois du café classique et du déca. Et ben, je ne le mets pas dans la même dans le même récipient. Il y a un récipient où effectivement j'ai fait une encoche avec un couteau sur le couvercle. Et grâce à ça, je sais que ça c'est le déca. Même si parfois j'ai un de mes fils qui intervertit les trucs, mais une fois que j'ai goûté le café, je me rends compte que c'est pas ça. Donc il peut pas m'avoir réellement. Tu m'avais dit au téléphone que devenir non-voyant, ça a été le départ d'une nouvelle vie. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Bah oui, parce que tu perds quelque chose, donc forcément tu gagnes autre chose. Je savais pas quoi, je savais pas quand, je savais pas comment j'allais faire, mais je savais une chose, c'est que je pourrais pas être aussi bas que j'ai été avant. Donc l'école, c'était pas spécialement mon truc, ça c'est clair. J'ai arrêté l'école très tôt, mais j'ai pas rien fait pour autant. J'ai fait du théâtre qu'avec des voyants pendant 3 ans. J'ai fait des arts martiaux, de l'aïkido qu'avec des voyants. Tout le temps, j'ai toujours mis un point d'honneur à être dans le monde de manière générale. Même si on a tendance à dire oui, le monde des non-voyants, le monde des voyants. Oui, c'est vrai que le monde des voyants, enfin c'est un monde dans un monde, mais je suis dans le monde. Point. Et j'ai fait des choses que j'aurais pas fait si j'avais encore eu la vue. Et j'étais d'une timidité à l'époque où je voyais encore que même j'ai dit à ma femme, j'aurais été voyant, je me serais même pas mis avec toi. C'est clair et net. Dès que j'ai perdu la vue, j'ai plus la timidité, j'ai plus tout ça et j'ai eu le culot de me dire vas-y fonce, t'as rien à perdre, t'as déjà perdu, donc t'as que à gagner dans n'importe quel domaine. Les challenges, j'ai toujours fait ça. Une anecdote, c'était en 2011, j'étais avec un pote et il me disait mais pourquoi tu vas pas à la fac essayer de passer le DAU. Donc c'est le diplôme d'accès aux études universitaires, c'est l'équivalent du bac. Je lui dis mais t'es fou, j'y arriverai jamais. Il me dit mais tente. Il m'a dit ce mot-là, le mot tente. Donc, ça revient au challenge. Et j'ai appelé, je me suis inscrit, j'ai fait une prépa et en gros j'ai remonté en 10 mois et demi mon niveau de 6e collège à la terminale. En 10 mois et demi. Alors le diplôme je l'ai pas eu parce que j'ai eu des soucis familiaux qui ont fait que malheureusement j'ai dû arrêter et j'ai perdu 2 points. Mais encore une fois, d'accord, j'ai pas le bout de papier entre les mains, mais j'ai tellement appris. J'ai appris le goût de la lecture, le goût de l'apprentissage qu'on pouvait apprendre autrement. Et c'est ce que je retranscris, c'est ce que j'enseigne à mes enfants. En fait, le fait de devenir non-voyant a vraiment eu des impacts positifs dans ta vie? Il y a des aspects négatifs, mais c'est pas de mon fait. Les aspects négatifs, c'est depuis que je suis père, vis-à-vis aux yeux de la société ou des écoles. Mes enfants ont des carnets de liaison et les maîtresses se mettent des mots, etc. Et automatiquement on se rapproche de ma femme par rapport à ça parce que elle peut lire le mot. Moi ma signature limite elle vaut que dalle. Alors que si je m'intéresse à la scolarité de mes enfants, je vais aux réunions. Je m'intéresse, pour moi, être père, c'est pas je suis un papa aveugle.
Je suis un papa tout court. Alors certes, je suis aveugle, mais je suis un papa tout court qui comprend les bons côtés et les mauvais côtés. Mais justement, c'est ça qui me fatigue en fait. C'est de vouloir transposer sur mes enfants mon handicap. Et ça, j'ai horreur de ça. Mais ça, c'est des gens frustrés, ils y connaissent rien, ça. Ils les laissent dans leur truc. Est-ce que tu as des exemples concret d'impact positif que ça a eu dans ta vie de devenir non-voyant? Franchement, c'est des questions vachement intéressantes, mais je me pose même pas la question, je me suis jamais réellement posé la question. Je dirais, c'est comme quand j'ai contacté une radio associative en 2007, à ce moment-là, j'habitais en Bretagne. Et toujours pareil, j'étais au culot, quoi. J'ai envoyé des mails à plein de radios, à plein de trucs, parce que j'aime bien parler dans un micro, j'étais tellement dans l'ombre avant, et tellement en arrière, tellement derrière tout le monde, que je me suis dit, ça peut être prétentieux, hein, mais ok, j'ai pas à prouver que je suis le meilleur parce que je sais que je suis le meilleur dans mon domaine, tout simplement. Et je sais que je suis très bon dans l'improvisation, je suis très bon pour faire le clown, etc. Et je me dis pourquoi je mets pas ça à profit et me lancer un challenge et faire une émission de radio. Parce que clairement, une émission de radio, c'est un peu un personnage. Tu es toi-même, mais tu fais un peu le personnage, un peu le mec un peu foufou, le mec un peu la proximité avant tout. Et je me suis dit, bah vas-y. Et je l'ai fait. Et je le regrette pas. Et j'ai tenu bon. Et j'ai jamais lâché, jamais rien lâché. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Et comment tu expliques avoir réussi à faire de ton handicap un tel moteur en fait pour avancer et pour te lancer des challenges? Parce que dans ma vie, ça a toujours été ça, c'est marche ou crève. J'ai décidé de marcher, je creverai plus tard. Et qu'est-ce qui t'a aidé à rester autant positif, à garder confiance en toi malgré ça? J'ai pas toujours été positif et j'ai pas toujours eu confiance en moi, même encore maintenant. Je fais une vidéo qui est pas top, ma femme elle me le dit, elle me dit ça, c'est pas terrible ça. C'est pas top. T'aurais pu faire mieux. Surtout aujourd'hui, ce que si je suis devenu aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ma femme aussi et mes enfants. Comme on dit, derrière un homme se cache toujours une femme. Elle a cru en moi. J'aimerais qu'on parle un peu de ta vie de famille maintenant, si c'est ok pour toi. Ouais. Tu partages ta vie avec une femme. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'elle et comment votre couple s'organise au quotidien? Elle fait toute la partie visuelle, moi je fais toute la partie sensorielle. En fait, avec ma femme, on s'est jamais posé la question, ça a toujours été fluide. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. On s'est rencontrés il y a, en septembre, ça fera 12 ans. J'étais dans un centre de formation et c'était l'heure de la pause. Donc, à ce moment-là, j'avais pas ma canne. Parce que je connais le centre de formation, je me baladais sans ma canne. Voilà, quand je connais un endroit, j'ai pas ma canne avec moi. Donc à ce moment-là, j'étais assis sur un banc, tranquillement, on discutait avec plein de personnes, puis elle débarque, elle dit salut tout le monde. Ma timidité oblige, je me suis écarté, je me suis levé, je vais laisser la place, et je me suis écarté. Déjà, elle a cru que j'étais formateur, déjà de base. Ça commençait bien, j'ai pas forcément une tête de formateur, mais bon, pourquoi pas. Et elle savait pas que j'étais non-voyant. Ça se voyait, elle a pas capté à ce moment-là. Et on discutait, etc. Puis dans la foulée, elle disait bah tiens, ce serait bien si on pouvait s'échanger numéro de téléphone. Mais elle le disait pas à moi, elle le disait de manière générale. Sauf que moi, j'ai une bonne mémoire. J'étais derrière et j'ai retenu le numéro. Et tout bien tout honneur, je lui ai envoyé un message, ouais, salut, on s'est rencontrés à la pause, nanana. Et elle m'a dit bah vas-y, appelle-moi. Et on s'est appelé. Et depuis ça, on s'est plus jamais quitté. Plus jamais quitté. Tout d'un simple SMS. Et notre vie s'est basée là-dessus. Une simplicité, d'une fluidité. Ma femme est malvoyante. Elle voit pas suffisamment pour conduire, mais en tout cas, elle voit mieux que moi, ça c'est certain. J'ai une confiance aveugle pour ma femme. C'est un mauvais jeu de mots. Ma femme, elle est tout. Ma femme, c'est mon pote. Ma femme, c'est
C'est mon amie, c'est ma confidente. Et comment ça s'organise votre quotidien ensemble? Elle voit quand même partiellement. Ça s'organise naturellement. Enfin, il n'y a pas de rôle prédéfini, quoi. Ah si, les devoirs. Les devoirs, elle le fait effectivement avec mes enfants. Ça oui, mais je suis à côté, j'ai une oreille. Si mon fils forcément il a des mots à écrire, bah ça je le vois pas. Donc ça automatiquement oui elle le fait. Mais la vaisselle je peux le faire, mettre la lessive dans la machine à laver je peux le faire, faire un café je peux le faire, l'aspirateur pareil. Voilà. Tu as aussi 8 enfants. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en tant que père non-voyant? Comment est-ce que tu vis ton rôle? Ça m'a beaucoup calmé. Ça m'a pas mal canalisé. Parce qu'avant d'être papa, j'étais un peu foufou. Rué dans les brancards, en gros. Le premier qui va me faire une remarque, je lui montre l'heure qu'il est. Et mes enfants m'ont apporté cette sérénité que je cherchais toujours. En gros, je me suis dit, je dois plus faire le fou, je dois plus faire l'idiot, je dois plus faire l'impulsif. J'ai un rôle à jouer. Je suis un pilier pour eux. Et malgré le handicap. J'ai fait une vidéo avec ma fille où je lui ai posé la question, ça te fait quoi d'avoir un papa aveugle? Elle a répondu de la manière la plus simple, bah, rien, parce que t'étais déjà aveugle quand je suis né. Voilà, pour eux c'est tellement naturel. Ils savent ce qui m'est arrivé. L'accident quand j'avais 4 ans. Ils trouvent ça injuste. J'ai mon fils qui a dit c'est pas cool, pourquoi il t'a fait ça? Et je crois que c'était le moment le plus dur, c'est de pas lui apporter la réponse qu'il attendait. Parce que je lui ai dit je sais pas. Et pour un enfant, lui répondre je sais pas, je crois que c'est terrible. Parce qu'il va il est passé à autre chose. Mais sur le moment, il va se dire mais si c'est pas me répondre à ça, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Mais après je lui dis tu sais c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Il y a toujours pire que soi. Et après, il est passé à autre chose. Et est-ce qu'il y a des choses en tant que papa que tu fais différemment avec des enfants, différemment d'un papa qui verrait? Tu parlais des devoirs tout à l'heure. Et est-ce qu'il y a d'autres anecdotes? Oui, je dois me rappeler d'allumer la lumière quand je vais donner la douche à ma petite fille de 2 ans. Parfois, j'oublie effectivement d'allumer la lumière. Et ma femme me dit, mais ta fille voit. Toi, tu vois pas, mais ta fille, elle voit, elle a besoin de lumière. Je dis, ah oui, c'est vrai, pardon. Donc voilà, donc là-dessus, parfois, j'oublie effectivement qu'il faut que j'allume la lumière. Voilà. Est-ce que avant de devenir papa, tu as eu des inquiétudes particulières? La seule chose que je me suis dit, est-ce que je serai un bon père? C'est ça. Et je me pose même encore aujourd'hui la question, est-ce que je suis un bon père? Parce que c'est une question à laquelle qui est légitime de se poser cette question-là. Parce que être papa, oui, sur le papier c'est bien, mais être papa, c'est pas quand l'enfant il est là. C'est pas pour moi en tout cas, hein, c'est mon ressenti. C'est dès que le test de grossesse est positif. T'as 9 mois pour te préparer. Et après, le grand bain. Et pendant 9 mois, je me suis posé la question, ouais, est-ce que je serai un bon papa? Je pense que oui, je pense que je le suis. Enfin, j'ose le dire, je pense que je le suis. Quel cliché sur la cécité t'aimerais vraiment déconstruire aujourd'hui Il y a tellement des clichés. Qu'être aveugle, on est humain avant tout. On a juste un sens en moins, c'est tout simplement. Et pour finir, si tu pouvais t'adresser au toi de 15 ans, tu lui dirais quoi? Aujourd'hui tu souffres, mais t'inquiète pas, dans quelques années, tu vas arriver et tu vas être le premier. Tout simplement. Tu vas arriver à monter sur cette marche et à prendre ce que tu mérites. Et pas attendre qu'on te donne. Tout simplement. Merci beaucoup, Kevin, pour ce témoignage. Merci à toi.